Merci Daniel, merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Je suis heureuse aussi de voir dans la salle des visages jaunes parce que la génération SIDA, c'est celle qui est ancienne, mais elle est toujours là aujourd'hui et on a besoin des nouvelles générations, tant d'un point de vue scientifique, bien sûr, mais aussi pour la lutte contre cette infection. Alors, Daniel a dit en quelques mots tout ce que j'avais à dire, puisqu'elle a parlé des succès, elle a parlé aussi des grands enjeux. Je commencerai d'abord par dire que ces succès de plus de 34 années finalement de recherche scientifique, on peut voir schématiquement qu'ils ont commencé bien sûr avec l'identification de la maladie elle-même en 1981, suivi de la découverte du virus en 1983 à l'Institut Pasteur, et toute une période relativement courte où la science a été assez vite sur l'établissement du lien entre le virus et la maladie SIDA proprement dit, la connaissance du virus, de ses protéines, de son matériel génétique, de son mode de réplication. Et c'est grâce à la connaissance de ce mode de réplication justement que relativement vite ont pu être développées des molécules capables de bloquer ce cycle de multiplication du virus dans les cellules cibles qui très vite ont été identifiées comme étant ces fameux lymphocytes TCD4. Très vite aussi, il a fallu développer des tests de diagnostic qui étaient disponibles sur le marché dès 1985 et qui aussi, au cours du temps, ont fortement évolué vers des tests de diagnostic aujourd'hui extrêmement fiables, que ce soit le diagnostic sérologique ou des diagnostics moléculaires, mais aussi on a aujourd'hui à disposition des tests rapides. Il y a également des autotests très fiables qui ont été développés. Ça fait partie des grands succès. Les traitements, première molécule capable de bloquer le cycle de multiplication du virus, la fameuse AZT. Très vite aussi, on s'est aperçu que malheureusement l'AZT seul ne suffisait pas parce qu'il y avait un échappement du virus au traitement avec l'apparition des mutations. Il a fallu attendre 1996 pour avoir les premiers résultats de combinaisons thérapeutiques qui finalement permettaient de bloquer la réplication du virus et donc de permettre aux patients d'aller mieux, de contrôler leur virus, d'avoir une restauration de leur défense immunitaire et d'avoir, on a aujourd'hui quasiment une espérance de vie pour les personnes qui sont traitées qui est à peu près identique à une personne qui n'est pas infectée par le virus. En termes de prévention, Daniel l'a dit, nous n'avons toujours pas de vaccin. Pourtant, là aussi, de gros progrès en termes de prévention avec de multiples outils qui ont fait preuve de leur efficacité. Alors, je ne vais pas parler des outils, les anciens, le préservatif, bien sûr, les outils qui concernent tout ce qu'il y a autour de l'éducation, des changements de comportement, etc., la circoncision, mais aussi, depuis ces dernières années, on sait que le traitement lui-même, c'est la prévention. C'est la prévention, je suis sûr que d'autres vont en parler, je regarde Bruno en particulier, parce que les antirétroviraux comme traitement prophylactique pour empêcher l'infection chez les personnes concernées, ça c'est un grand succès de ces dernières années. Alors, on a ces outils, et avec ces outils, finalement, s'ils étaient mis à disposition à l'échelle universelle, et que l'on utilise le traitement, le dépistage, le traitement précoce des personnes touchées, et qu'on utilise tous les outils de prévention, y compris la PrEP, eh bien, les modèles mathématiques nous disent qu'on pourrait avoir contrôlé l'épidémie de VIH en 2030. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. On évoquait tout à l'heure
Il y a 37 millions aujourd'hui de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Et malheureusement, il y a uniquement environ 50% d'entre eux qui ont accès au traitement antirétroviral. Donc, quels sont les grands défis? Le premier défi, c'est mettre à disposition justement ces outils de prévention et ces outils de traitement, tester le plus tôt possible les personnes touchées, les mettre sous traitement le plus tôt possible et les retenir dans les soins, parce que n'oublions pas qu'il s'agit d'un traitement à vie. Je crois que là aussi, on l'évoquait tout à l'heure, on estime en moyenne 40% de personnes qui sont infectées qui ne connaissent pas leur statut aujourd'hui et qui donc, malheureusement, continuent à infecter d'autres personnes. Alors, le premier grand défi, c'est ce que j'appellerais un grand défi de santé publique, finalement. C'est un défi d'améliorer, renforcer les systèmes de santé, les systèmes de soins dans les pays, optimiser l'offre de soins à l'aide des tests de dépistage que j'évoquais tout à l'heure, à l'aide des traitements précoces, à l'aide d'améliorer l'approvisionnement, la distribution des médicaments, basés justement sur l'ensemble du personnel soignant et le communautaire. Si on veut améliorer la prise en charge de cette infection, il faut s'appuyer justement sur les communautés de personnes qui vivent avec le VIH dans les pays, de façon à justement mettre ces traitements disponibles. Et n'oublions pas aussi qu'un des grands défis, c'est la volonté politique. Daniel l'évoquait, le cas de la Russie. Il n'y a aucune volonté politique et dans ces pays, il n'y a pas malheureusement d'accès suffisamment justement aux outils de prévention, de dépistage et de soins. Alors, il faut continuer les efforts internationaux pour justement améliorer la prise en charge de ces patients et la prévention. Et puis, nous avons les grands défis scientifiques. Alors, les grands défis scientifiques, on pourrait les résumer, je dirais, en trois grands thèmes. Le vaccin, la recherche d'un traitement qui permettrait une guérison. J'aime pas trop le dire, je préfère dire une rémission. Et puis, au milieu de tout ça, je note souvent ce que j'appelle les comorbidités non-sida sous antirétroviraux, c'est-à-dire sur le long terme, on sait qu'un petit pourcentage de patients vont développer des pathologies qui ne sont pas le sida, qui sont des cancers, qui sont des maladies cardiovasculaires, qui sont des maladies du système nerveux central, lorsqu'ils sont encore relativement jeunes. Ça, pour moi, je le mets au milieu parce que, bien évidemment, les traitements du futur devront en plus prendre en considération le fait qu'il faut éviter justement ces mortalités non-sida. Alors, en termes de vaccins, on a fait, bien sûr, souvent on dit la recherche vaccinale, c'est un échec. C'est vrai si on regarde le fait qu'on n'a pas de vaccin. En fait, il y a eu un énorme effort de fait dans le domaine de la recherche vaccinale, des centaines et des centaines d'essais qui ont été réalisés dans le monde, beaucoup moins d'études d'efficacité. Ces études d'efficacité, elles ont toutes été un échec, à part une, qui était les fameux essais thaïlandais montrant petite efficacité d'environ 30% chez les volontaires, pas suffisamment pour dire qu'on a un vaccin. Mais les chercheurs, depuis, ont commencé à apprendre quel type de réponse les patients qui étaient vaccinés et protégés avaient à l'aide de cet essai, justement, thaïlandais. Donc, le défi vaccinal, il est là, c'est vrai. Il est en train de progresser depuis 2009, depuis les résultats de cet essai, avec beaucoup d'énergie qui est mise pour essayer de mieux comprendre quel type de réponse immunitaire il faut qu'un vaccin déclenche pour pouvoir avoir une protection. Il y a aussi des anticorps extrêmement puissants que les chercheurs ont réussi à construire
Et maintenant, l'objectif, c'est d'essayer d'induire ces anticorps très puissants. Et avec une approche de la recherche vaccinale, moi, qui me plaît beaucoup mieux aujourd'hui, où on intègre réellement la recherche fondamentale avec la recherche clinique dans les essais. Donc, un certain, non pas optimiste, mais je dirais, on peut quand même espérer voir la recherche vaccinale évoluer au cours des années. Et je dirais aussi que cette recherche vaccinale contre le VIH, elle nous a appris que finalement, et rappelé qu'il y a beaucoup de vaccins que nous n'avons toujours pas aujourd'hui dans bien d'autres pathologies et qu'il serait peut-être grand temps de se poser la question justement des fondamentaux de la vaccinologie. La recherche sur les traitements, pourquoi faut-il de nouveaux traitements? Je disais il y a un instant, finalement, trop peu de personnes ont accès aux traitements aujourd'hui. On voit aussi dans certains pays une augmentation des résistances aux traitements chez les personnes infectées par le VIH. Donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation comme celle dont vous avez probablement entendu, de la tuberculose, de développer des multirésistances aux antirétroviraux et qui soit un problème pour la prise en charge des patients dans le futur. Il y a pour les patients, et ils le disent mieux que nous les chercheurs, un problème d'adhérence sur le long terme. C'est pas simple d'être traité à vie avec des médicaments, même si les médicaments, et Jean-François en parlera sûrement, sont beaucoup améliorés aujourd'hui, finalement un comprimé par jour, qui ne prend pas un comprimé par jour, mais c'est quand même pas simple. Et puis le coût bien sûr de ces traitements. Alors il nous faudra un traitement bien sûr pour guérir, mais je le disais tout à l'heure, ça ne va pas être simple. On sait aujourd'hui que si finalement les patients sont sous traitement à vie, c'est que s'ils arrêtent le traitement, on voit immédiatement un rebondissement de la multiplication du virus dans le sang, et que ce rebondissement, justement, il s'explique parce que le virus est à l'état latent, caché, dans ce que nous appelons des réservoirs viraux. Ces réservoirs viraux, ils ne sont pas seulement présents dans le sang, ils sont présents dans différents tissus de l'organisme, dans l'intestin, dans les ganglions, dans de nombreux tissus. Et il y a plusieurs types de cellules, des sous-populations de cellules, lymphocytes CD4 à l'état quiescent, naïfs, qui peuvent servir de réservoir. Des cellules monocytaires, des cellules aussi que l'on trouve au niveau des ganglions. Bref, la liste est extrêmement longue de cellules qui servent de réservoir dans les compartiments. Si je dis ça, c'est que vous allez comprendre tout de suite qu'avoir un traitement qui va permettre d'atteindre les réservoirs viraux dans tous les compartiments et tous les éliminer va être extrêmement difficile, en tous les cas avec les technologies que l'on a aujourd'hui. Alors, guérir du sida, on ne connaît qu'un seul cas aujourd'hui, c'est le fameux patient de Berlin, qui est un patient tout à fait particulier, puisque infecté par le VIH, il était traité par les antirétroviraux, il a développé une leucémie, et le médecin, pour le traiter de sa leucémie, lui a injecté une greffe de moelle, l'a traité par une greffe de moelle, 2 greffes de moelle à vrai dire, d'un donneur tout à fait particulier qui avait une mutation dans un des récepteurs principaux du virus. Et ce patient, aujourd'hui, on ne détecte plus le virus dans tous les compartiments où on peut détecter le virus chez lui, qui se prête d'ailleurs de façon merveilleuse à la recherche. C'est le seul cas. Aucune répétition de ce cas n'a pu être réalisée au monde aujourd'hui. Alors on cherche plutôt, je dirais, ce qu'on appelle une rémission, pour prendre le terme finalement du cancer, c'est-à-dire d'avoir un traitement que les patients prennent pendant un temps. Leur virus est totalement contrôlé, ils arrêtent le traitement, leur virus et les réservoirs viraux restent à un taux extrêmement faible, et donc ils ne contaminent pas, ils n'infectent pas les autres puisque leur virus est parfaitement bien contrôlé et eux, ils vont très bien. Ça, c'est la rémission, la définition de la rémission. Et là encore, on a des preuves de concept que ça doit être réaliste de le faire, puisqu'on a quelques patients qui ont été traités extrêmement tôt, qui ont un taux de réservoir viral extrêmement faible,
qui n'ont pas d'activation anormale de leurs cellules immunitaires. Mais ces patients, certains d'entre eux, on en a une vingtaine aujourd'hui, qui ont stoppé leur traitement. Et pour certains, ça fait 10 ans qu'ils ont stoppé leur traitement et ils sont toujours parfaitement bien contrôlés. Alors on apprend beaucoup de ces fameux patients que nous appelons en France Visconti, la cohorte Visconti de l'ANRS. Et à partir de ces connaissances, on espère pouvoir définir des stratégies thérapeutiques justement dans le futur. Alors quelles sont ces stratégies thérapeutiques que l'on peut imaginer ? Traiter extrêmement tôt, donc diagnostiquer le plus tôt possible, traiter le plus tôt possible pour justement empêcher l'établissement et la propagation des réservoirs viraux dans l'organisme. Pas facile à faire à large échelle, mais au moins peut-être chez quelques personnes infectées, c'est réaliste. Deuxième approche envisageable et envisagée, essayer de réactiver le virus qui est à l'état dormant dans les fameux réservoirs viraux. Et là, un certain nombre de molécules ont déjà été essayées. Ce sont des molécules qui soit jouent sur la structure de la chromatine pour essayer de faire sortir le virus de l'ADN cellulaire. Bon an, mal an, je dirais que toutes les molécules qui ont été essayées jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune qui donne satisfaction, en tous les cas de façon isolée. Il y a une petite réactivation du virus, mais en fait, la quantité de réservoirs viraux reste la même. Autre possibilité qui peut être d'ailleurs associée à cette stratégie de déloger le virus latent, c'est d'essayer de tuer immédiatement les cellules qui se remettent à répliquer le virus, réactiver des réservoirs. Et là, il y a plusieurs approches également possibles, dont bien sûr les vaccins. Le vaccin thérapeutique, cette fois-ci, et pas le vaccin prophylactique pour stimuler justement la défense immunitaire et éliminer les cellules qui répliqueraient à nouveau le virus, ou alors de nouvelles stratégies finalement qui sont sur la base et très inspirées des traitements du cancer. D'ailleurs, les inhibiteurs, ceux qui modifient la chromatine sont aussi des molécules qui dérivent de la recherche sur le cancer. Enfin, la dernière approche, ça va être la thérapie génique, qui soit pour répéter le patient de Berlin, finalement modifier le récepteur majeur du VIH, ou encore essayer avec des ciseaux de faire sortir le virus des réservoirs viraux pour éliminer ce virus des réservoirs. Voilà un peu les approches thérapeutiques qui sont envisagées. Nous pensons tous qu'à long terme, de toute façon, ça sera très certainement une combinaison de différentes approches thérapeutiques. Mais vous l'avez vu, si on veut avancer sur ces grands enjeux scientifiques, il va falloir une stratégie intégrée, coordonnée au niveau international, qui, avec toutes les disciplines, que ça aille de la recherche fondamentale à la recherche clinique, en passant bien sûr par l'implication des personnes concernées elles-mêmes, et bien sûr avec une composante de recherche en sciences sociales et humaines, une approche réellement très intégrée, très intégrante, et voire qui intègre même des disciplines hors le VIH, comme le cancer, comme je mentionnais il y a un instant. Donc, faire de l'interdisciplinaire reste une priorité pour répondre justement à ces enjeux du futur. Mais je suis sûre que finalement, nous avons appris beaucoup du VIH-Sida. Nous allons apprendre encore beaucoup dans l'avenir, pas seulement sur le VIH, mais aussi pour donner des leçons en dehors du VIH-Sida pour bien d'autres pathologies, en particulier les maladies de l'inflammation.